Alors que le Reich s'effondrait, les femmes qui avaient partagé la vie et les idéaux des dirigeants nazis affrontaient leur chute avec un avenir incertain. Ilse Hess, épouse de Rudolf Hess, vécut un destin marqué par la séparation et la solitude, conséquence des décisions de son mari. Après les procès de Nuremberg, Rudolf Hess fut condamné à la réclusion à perpétuité et transféré à la prison de Spandau, où il resta jusqu'à sa mort en 1987. Pour Ilse, cela signifia une séparation définitive, la contraignant à affronter la vie sans son époux tout en portant le poids de son absence. Dans une tentative de réhabiliter sa mémoire, elle écrivit le livre Rudolf Hess, Ich spreche die Wahrheit, Rudolf Hess, Je dis la vérité, dans lequel elle défendait l'innocence de son mari et le présentait comme un idéaliste incompris. Margaret Himmler, épouse du Reichsführer SS, incarnait quant à elle l'idéologie du régime jusque dans sa vie quotidienne. D'une apparence austère et dotée de manières rigides, elle croyait fermement à l'idéal de la supériorité raciale et alla jusqu'à déclarer « Nous avons construit quelque chose que le monde n'oubliera jamais. » Margaret Himmler, l'ombre du Reichsführer. En 1927, Heinrich Himmler entreprit un voyage en train de Munich à Berchtesgaden, près de la frontière autrichienne. Lors de ce trajet, il fit la connaissance de Margarete Siegroth-Boden, une infirmière divorcée qui allait devenir la mère de sa fille unique, Gudrun. Margarete, surnommée Marga, incarnait parfaitement l'idéal arien, grande, blonde, aux yeux bleus et de confession protestante. En revanche, Himmler était loin de correspondre à cette image. À 27 ans, il était un homme maigre, myope, doté d'un menton faible. Sa santé fragile l'empêchait de pratiquer des sports ou de profiter de repas copieux, ce qui accentua son insécurité quant à son apparence physique. Ce mal-être le poussa à trouver refuge dans la discipline stricte et le port du uniforme, qu'il considérait comme des symboles d'autorité et de contrôle. Dans sa jeunesse, Himmler eut peu d'expérience avec les femmes et prônait publiquement l'abstinence sexuelle comme une vertu. Cependant, des années plus tard, il exprima des regrets de ne pas avoir eu plus de relations durant cette période. Sa première expérience intime ne survint qu'à l'âge de 28 ans, un contraste frappant avec Margaret, dont l'assurance et l'attrait physique la distinguaient dans son entourage. Pour séduire Margaret, Himmler lui offrit des livres sur des sujets reflétant ses propres obsessions, la franc-maçonnerie et la prétendue conspiration juive mondiale. Dans une Allemagne en crise économique et imprégnée de préjugés, ces idées trouvèrent un écho chez de nombreuses personnes, dont Margarete. Après sa rencontre avec Himmler, elle vendit sa part dans la clinique où elle travaillait, justifiant sa décision par ces mots. « Un juif reste toujours un juif », en référence à son associé. Bien que timide, Himmler était persévérant. Il lui envoyait des lettres empreintes de romantisme signées sous un pseudonyme singulier, Ton Lansquenet, en référence aux mercenaires allemands d'antan, solitaires et héroïques, mais aussi impitoyables. Margaret lui répondit avec espoir « Nous devons être heureux ». Pourtant, leur relation semblait reposer davantage sur l'affection que sur la passion. Margaret, de 7 ans son aînée, ne fut jamais acceptée par la famille de Himmler. Les Himmler, catholiques pratiquants, désapprouvaient son divorce, sa confession protestante et son origine prussienne, qui ne correspondèrent pas à leur cadre social rigide. Son tempérament nerveux et son manque d'aisance en société renforcèrent ses préjugés. La mère de Heinrich s'interrogea même sur l'impact que Margaret pourrait avoir sur la réputation familiale. Malgré cette désapprobation, le couple se maria le 3 juillet 1928 à Berlin-Schöneberg, en l'absence de toute la famille Himmler. Un peu plus d'1 an plus tard, le 8 août 1929, naquit leur fille Gudrun. Pesant 3,62 kg et mesurant 54 cm, elle devint l'objet de toute l'attention de son père. Avec ses yeux bleus et son apparence angélique, Gudrun, surnommée affectueusement Puppi, fut son unique enfant légitime. Le choix du prénom Gudrun n'était pas anodin. Passionné par la littérature germanique, Himmler fit probablement référence à la saga de Gudrun, une œuvre qui exaltait les vertus de la femme nordique, idéalisée comme digne du sacrifice des hommes. Cependant, après la naissance de Gudrun, Margarete ne put plus avoir d'enfant, ce qui poussa le couple à adopter un garçon, fils d'un soldat SS décédé.
Cet enfant ne reçut cependant jamais l'affection dont il avait besoin. Margaret le décrivit dans son journal comme menteur, voleur et d'une nature criminelle. Il fut rapidement envoyé dans un internat, puis dans une Napola, école destinée à former l'élite du Reich. Pendant ce temps, Gudrun surpassait toutes les attentes familiales. Décrite par sa mère comme affectueuse et douce, elle devint l'objet d'une adoration sans limite de Margaret, qui écrivait fréquemment dans son journal à quel point sa pupille était merveilleuse. La vie familiale, cependant, était loin d'être idyllique. En 1928, après avoir étudié l'agronomie à l'université de Munich, Himmler investit la dot de Margaret dans un élevage de poules à Waldtrudering, en périphérie de la ville. Tous deux nourrissaient une vision romantique de la vie rurale, mais la réalité fut tout autre. Les poules pondaient à peine, les poussins mouraient en grand nombre et la ferme s'achemina rapidement vers la faillite. Margaret assuma presque seule la gestion de l'exploitation, tout en s'occupant de Gudrun. Pendant ce temps, Himmler, absorbé par ses ambitions politiques, était constamment absent. Cette solitude et les difficultés financières affectèrent profondément Margaret, qui devint irritable et colérique. En 1933, après avoir vendu la ferme, la famille s'installa au centre de Munich. Himmler, alors perçu comme un homme bon mais probablement inconsistant par ses collègues, était en pleine ascension dans le parti. Sa transformation fut rapide. Il devint chef de la police allemande en 1936, consolidant son pouvoir en tant que Reichsführer SS. Albert Speer décrivit Himmler comme un mélange de maître d'école et de fanatique aux idées délirantes. Ce dernier trouvait dans son obsession pour la pureté raciale un moyen de compenser ses propres insécurités. Pendant cette période, la famille s'installa à Tegernsee, en Haute-Bavière, où Himmler avait acquis une maison en 1934. Mais alors que son rôle au sein du parti grandissait, ses absences se faisaient de plus en plus fréquentes. Margaret et Gudrun vivaient désormais dans une maison où la figure paternelle n'était plus qu'une ombre lointaine. Avec le temps, Himmler adopta une attitude beaucoup plus libérale envers la sexualité. En contraste avec les principes d'abstinence stricte qu'il prônait dans sa jeunesse, bien qu'il reconnût que Margaret n'était pas responsable de ne plus pouvoir lui donner d'enfants, il refusa de se conformer aux limites de la monogamie. Pour Heinrich Himmler, le mariage était une invention de l'Église catholique, une œuvre de Satan qui devait être abolie. Il fondait son argumentation sur une vision idéalisée de la préhistoire germanique, selon laquelle un homme de race noble pouvait avoir plusieurs épouses afin d'assurer sa descendance. Himmler étendit cette idéologie au sein des SS, permettant à ses officiers en difficulté matrimoniale de divorcer ou même de vivre avec une seconde épouse. Il considérait qu'un homme ne pouvait se limiter à une seule compagne pour toute sa vie et voyait dans la polygamie une solution aussi bien personnelle que collective. Certains hauts dignitaires nazis partageaient cette vision. Joseph Goebbels, par exemple, avait conclu un accord avec sa femme qui lui permettait d'avoir des relations extra-conjugales, tandis que Martin Bormann vivait dans un foyer où son épouse acceptait ses maîtresses et élevait les enfants nés de ces relations sous un même toit. Dans ce contexte, Himmler développa des projets plus vastes, comme les Lebensborn, fondés en 1936. Ces centres avaient pour objectif d'encourager les naissances d'enfants ariens, offrant un refuge aux mères célibataires tout en gardant secrète leur maternité. Ce programme visait à contrer le faible taux de natalité qui inquiétait le régime. Himmler alla même jusqu'à envisager la légalisation et la promotion des naissances hors mariage. Parallèlement, il tenta de combattre l'homosexualité en organisant des événements sociaux pour adolescents, persuadé qu'un « amour de jeunesse » pouvait détourner les jeunes hommes de ce qu'il considérait comme une menace. Lors d'un discours en 1937, il affirma que les adolescents devaient avoir l'opportunité de tomber amoureux à travers des activités comme les cours de danse, garantissant ainsi leur développement normal. Malgré sa vision libérale de la sexualité et son rôle grandissant au sein du régime, Himmler restait un père dévoué. Bien qu'il se séparât de Margaret en 1940, il ne demanda jamais le divorce par respect pour elle et surtout pour préserver son lien avec sa fille bien-aimée, Gudrun. Himmler maintenait une communication constante avec Gudrun, qu'il surnommait « Pupille ». Avec ses cheveux blonds et son visage angélique, elle incarnait l'idéal arien,
et était la fierté de son père. Malgré son emploi du temps chargé et ses innombrables déplacements, Himmler faisait en sorte d'être présent dans la vie de sa fille, lui envoyant des lettres, des photographies et lui téléphonant fréquemment. Même dans son agenda bien rempli, il notait soigneusement chaque échange avec sa famille, témoignant d'une attention paternelle paradoxale face à son engagement dans les atrocités du régime nazi. Lorsque Himmler fut capturé en 1945, il déclara fermement « Mon nom est Heinrich Himmler ». Peu après, il mourut soudainement sous la garde des troupes britanniques. Bien que des soins médicaux lui aient été prodigués, il ne put être sauvé. Ainsi s'acheva la vie de l'un des hommes les plus redoutés du Troisième Reich. La chute de Margaret Himmler. Pour Margaret Himmler, mai 1945 marqua un tournant brutal. Jusqu'alors, elle avait été l'épouse d'une des figures les plus puissantes de l'Allemagne nazie, bénéficiant de tous les privilèges liés à son statut. Avec l'effondrement du régime, son monde s'écroula. Le 13 juillet 1945, elle accorda une interview à Hans Stringer, journaliste de United Press, dans laquelle elle reconnut être au courant des activités de son mari à la tête de la Gestapo. Elle déclara être fière de lui et ajouta qu'en Allemagne, une épouse n'avait pas à répondre des actions de son mari. Lorsqu'on lui demanda comment elle se sentait face aux événements récents et à la mort de Himmler, Margaret adopta une attitude glaçante. Elle croisa les mains, haussa les épaules et resta silencieuse. Son absence totale d'émotion troubla profondément la journaliste qui décrivit Margaret comme une femme froide, presque dénuée de sentiments, incapable d'exprimer la moindre réaction face à la chute du régime nazi et à la disparition de son époux. Jusqu'en novembre 1946, Margaret et Gudrun furent détenues au camp 77 pour femmes à Ludwigsburg, dans le cadre du processus de dénazification. Lorsqu'on leur offrit la possibilité de quitter le camp, Margaret refusa. Dépourvue de ressources financières, craignant d'être lynchée et sans aucun endroit où se réfugier, elle préféra rester. Finalement, un pasteur du nom de Bodelschwing les accueillit dans un couvent-hospice protestant où elles furent enregistrées comme personnes souffrant de troubles mentaux. Durant leur séjour au couvent, les religieuses tentèrent d'établir un contact avec Gudrun, mais celle-ci resta distante et répétait « Je veux rester comme mon père ». Bien que Himmler ait quitté l'église catholique à l'âge adulte, il avait l'habitude de prier avec sa fille chaque soir, ce qui laissa une marque indélébile sur Gudrun. Les moniales remarquèrent que la jeune fille n'exprimait aucune émotion, ni larmes, ni rire. Margaret et Gudrun vécurent dans ce couvent jusqu'en 1952, avant de le quitter pour entamer une nouvelle vie après la guerre. Une vie marquée par l'ombre du Troisième Reich. Après la guerre, Margaret Himmler eut d'énormes difficultés à se réinsérer dans la société allemande de l'après-guerre. Elle survécut grâce à une maigre pension et à l'aide d'anciens membres des SS. Soucieuse de ne pas attirer l'attention, elle adopta un profil bas, évitant les apparitions publiques et les déclarations politiques. Toutefois, elle ne manifesta jamais le moindre remords pour les actes de son mari, ni pour son propre rôle dans le régime nazi. Les historiens allemands continuent de débattre de son degré d'implication et de connaissance des crimes de guerre. Peter Longerich estime qu'elle n'avait probablement pas accès au secret d'État de Himmler, mais qu'elle était indéniablement une nationaliste fervente et une antisémite convaincue. Jürgen Matthäus partage cette analyse et souligne que Margaret bénéficia largement des privilèges économiques offerts par la position de son mari. Margaret Himmler mourut à Munich le 25 août 1967, à l'âge de 73 ans, souffrant de problèmes cardiaques et de diabète. Jusqu'à la fin de sa vie, elle chercha à rester dans l'anonymat, mais son nom resta indissociable des horreurs du Troisième Reich. Henriette von Schirach, l'épouse du gardien du Reich. Le destin d'Henriette von Schirach, épouse de Baldur von Schirach, est sans aucun doute un cas particulier. Bien qu'elle n'ait jamais condamné Hitler ni les politiques nazis, elle est entrée dans l'histoire comme l'une des rares femmes à avoir confronté le Führer. Henriette naquit le 3 février 1913 sous le nom d'Henriette Hoffmann. Elle était la fille de Heinrich Hoffmann, photographe personnel d'Adolf Hitler, ce qui lui permit de le côtoyer dès son plus jeune âge et de grandir au sein du cercle intime des dirigeants nazis. Sa maison était un lieu de rencontre pour les membres du parti, et Hitler en était un visiteur régulier.
En 1932, à l'âge de 19 ans, elle épousa Baldur von Schirach, un cadre en pleine ascension dans le mouvement national-socialiste. Hitler lui-même fut témoin de leur mariage, qui se déroula dans l'un de ses appartements privés. Ce couple fut ainsi perçu comme un modèle exemplaire pour le parti et la société. Ils eurent 4 enfants, 3 filles et un garçon, et jouirent d'un statut social privilégié, avec tous les luxes possibles. Henriette travailla un temps comme secrétaire pour Hitler, tandis que Baldur occupa le poste de Reichsjugendführer, chef de la jeunesse hitlérienne, avant de devenir Gauleiter, chef régional, à Vienne. Cependant, un événement marquant eut lieu en 1943, lorsqu'Henriette assista à la déportation sanglante de Juifs à Amsterdam. Bouleversée par cette scène, elle décida d'intervenir directement auprès d'Hitler, persuadée que son lien privilégié avec lui permettrait d'influencer ses décisions. Mais tout se retourna contre elle. Implacable, Hitler lui répondit avec mépris lors d'une réunion à sa résidence de Berghof. « C'est bien ce qu'il me fallait que tu viennes avec ces absurdités sentimentales. Qu'est-ce que ces femmes juives peuvent bien te faire ?» Puis, furieux, il la bannit définitivement, elle et son mari, de son entourage. Dès lors, la relation entre la famille von Schirach et le Führer se détériora complètement. Après la guerre, Baldur fut arrêté et jugé à Nuremberg, où il fut condamné à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Pendant son incarcération à Spandau, Henriette connut le même sort que bien d'autres épouses nazies après la chute du Troisième Reich. Ses ressources financières disparurent, ses biens furent confisqués et son nom resta irrémédiablement lié à un régime criminel, compliquant toute tentative de réinsertion sociale. Elle fut internée 1 an dans un camp de prisonniers, où on lui assigna la tâche de nettoyer les toilettes avec des drapeaux de la jeunesse hitlérienne que son mari avait autrefois dirigés, selon son propre témoignage. Contrairement à d'autres épouses nazies, elle ne resta pas fidèle. En 1949, alors que Baldur était toujours en prison, elle demanda le divorce puis se remaria. Après plusieurs batailles judiciaires, elle réussit à récupérer certaines œuvres d'art appartenant aux collections de peintures de l'État de Bavière, bien que de nombreuses autres aient été confisquées à des Juifs déportés. En 1958, Henriette se rendit à Londres pour rencontrer le ministre britannique des Affaires étrangères, Selwyn Lloyd, afin de plaider pour une réduction de peine pour son ex-mari. Elle le décrivit comme « en aucun cas un criminel, mais un idéaliste, trop bon pour la politique ». Sa demande fut cependant rejetée. Parallèlement, elle exposa ses pensées dans plusieurs ouvrages, Le Prix de la gloire, 1956, Anecdotes sur Hitler, 1980, et Femmes autour d'Hitler, 1983. Dans ce dernier, elle qualifia Hitler de Autrichien chaleureux, ce qui provoqua une vive indignation parmi les historiens et l'opinion publique. Ainsi, Henriette von Schirach, qui s'éteignit le 18 janvier 1992, entra dans l'histoire comme une autre épouse de dignitaire nazi qui ne renia jamais son passé. Elle ne condamna ni Hitler ni son mari et ne manifesta aucun regret pour ses actions. Ilse Hess, l'épouse de l'idéologue nazi. Ilse Hess fut une épouse dévouée à son mari, même dans les périodes les plus difficiles, et une fervente défenseuse du national-socialisme. Elle naquit à Hanovre en 1900 sous le nom d'Ilse Pröll et grandit dans une famille aux idées conservatrices et nationalistes, ce qui influença profondément sa future position politique. Elle rencontra Rudolf Hess, adjoint d'Adolf Hitler au sein du parti nazi, en 1920 alors qu'elle étudiait l'économie à l'université de Munich. Partageant les mêmes idées, ils se rapprochèrent rapidement et commencèrent une relation. Tous deux rejoignirent le parti et s'intégrèrent au cercle intime du Führer dès le début. À la fin de l'année 1927, ils se marièrent lors d'un événement qui était autant une déclaration politique et idéologique qu'une union sentimentale. Au fur et à mesure que Rudolf Hess gagnait en importance au sein du nazisme, il bénéficia des avantages liés à son soutien inconditionnel à Hitler. Grâce à la confiance totale que lui accordait ce dernier, il fut nommé lieutenant du Führer, un poste qu'il occupa de 1933 à 1941. Durant cette période, le couple vécut dans une luxueuse résidence à Munich, à proximité d'autres hauts dignitaires nazis, avec lesquels ils organisaient des réunions régulières. En 1937, leur fils Wolf Rüdiger Hess naquit, et Hitler en devint le parrain.
Malgré son influence dans le parti, Ilse ne chercha pas à s'imposer parmi les épouses nazies et refusa de rivaliser pour le pouvoir avec des figures comme Magda Goebbels et Emmy Göring. Son profil resta relativement discret jusqu'en 1941, lorsqu'un tournant bouleversa sa vie. Rudolf Hess fut accusé de trahison après avoir tenté de négocier la paix avec les Alliés lors d'un vol non autorisé vers le Royaume-Uni. Capturé par les Britanniques, il fut destitué du parti par Hitler, laissant Ilse seul face au régime nazi, cherchant désespérément à réhabiliter son mari auprès des hauts responsables du parti. Après la chute du Troisième Reich, Rudolf Hess fut condamné à la réclusion à perpétuité lors des procès de Nuremberg. Ilse, quant à elle, fut dépouillée de ses biens et de sa fortune et entreprit une campagne acharnée pour obtenir sa libération. Pendant les dernières années du régime nazi, elle avait dû défendre son mari contre ses anciens camarades. Après la guerre, elle poursuivit ce combat contre la justice internationale. Elle fut arrêtée et internée dans le camp d'Augsburg-Göggingen, mais fut libérée en mars 1948. Elle tenta par tous les moyens de faire libérer Rudolf. Elle écrivit à d'anciens membres du parti, adressa des lettres à des dirigeants mondiaux et prit contact avec les autorités allemandes de l'après-guerre. Elle donna également plusieurs interviews au cours desquelles elle ne manifesta aucun regret quant aux crimes de guerre du régime, ce qui fit d'elle une figure influente dans les cercles néo-nazis. Durant les décennies suivantes, elle devint une écrivaine reconnue dans les milieux nationalistes. Elle publia au moins 4 ouvrages, dont England, Nuremberg, Spandau, Ein Schicksal in Briefen, édité par la maison d'édition nationaliste Drüffel Verlag. Dans tous ses écrits, elle continua de défendre les idées de Hitler et exprima son admiration pour lui. Rudolf Hess ne purgera jamais entièrement sa peine, puisqu'il se suicida en 1987, alors qu'il était toujours détenu. Il se mourut 8 ans plus tard, à l'âge de 95 ans, sans jamais cesser d'essayer de réhabiliter la mémoire de son mari. Margaret Speer, la femme derrière l'architecte du Troisième Reich. Margaret Speer fut l'épouse d'un autre haut dignitaire nazi, Albert Speer, connu comme l'architecte du Troisième Reich et ministre de l'armement et de la production de guerre durant la Seconde Guerre mondiale. Née sous le nom de Margaret Weber, le 8 septembre 1905 à Heidelberg, elle était la fille d'un artisan prospère. Cependant, lorsqu'elle rencontra Albert en 1922, la famille Speer la rejeta, jugeant son statut social trop modeste pour épouser leur fils. Malgré cette opposition, le couple se maria en août 1928. Mais une grande partie de la famille Speer boycotta la cérémonie. Margaret ne rendit visite à ses beaux-parents qu'après plusieurs années de mariage. Le couple eut 6 enfants, mais leur relation était loin d'être idéale. Albert était entièrement absorbé par son travail au sein du régime nazi, occupant une place centrale en tant qu'architecte et proche confident de Hitler. Pendant ce temps, Margaret tenta de rester en retrait de la politique, se consacrant à l'éducation de leurs enfants et au rôle de l'épouse modèle du régime. Lorsque la guerre éclata, l'influence croissante d'Albert, chargé de produire des armements en quantité record, devint impossible à ignorer. Margaret était parfaitement consciente du travail de son mari et des crimes nazis. Comme ce fut le cas pour de nombreuses épouses de dignitaires nazis, la vie de Margaret bascula en 1945. Elle dut faire face aux interrogatoires des procès de Nuremberg, où son mari entra dans l'histoire comme l'un des rares nazis ayant exprimé des remords pour ses actions et son soutien à Hitler. Peu à peu, Albert façonna le mythe du bon nazi, prétendant avoir ignoré les crimes du régime et n'avoir fait que remplir ses fonctions. Margaret le soutint sans faille dans cette entreprise, lui restant loyale même durant les 20 années qu'il passa emprisonné à Spandau. Pendant son incarcération, elle perdit toute sa fortune, ses propriétés et ses biens. Elle dut élever seule leurs 6 enfants sans ressources financières, bien qu'elle reçût un certain soutien d'anciens membres du parti nazi. Lorsqu'Albert fut libéré, il ne parvint pas à reconstruire sa relation avec ses enfants ni avec Margaret. Il se consacra alors à entretenir son image publique. Il collabora avec des historiens et journalistes, participa à des émissions de télévision et voyagea fréquemment. En 1981, alors qu'il se trouvait à Londres pour une interview télévisée, il fut victime d'une attaque cérébrale et mourut le 1er septembre. Le couple ne divorça jamais,
Mais Albert entretenait une relation avec une autre femme allemande vivant à Londres, qui était présente à ses côtés au moment de son décès. Margaret continua sa vie en toute discrétion. Elle vécut jusqu'à l'âge de 82 ans et fut enterrée dans la tombe familiale à Heidelberg. Elle ne cessa jamais de soutenir et de défendre son mari. Annelies von Ribbentrop, l'épouse du diplomate nazi, épouse de Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères du régime nazi entre 1938 et 1945, Anna Elisabeth Henkel naquit à Wiesbaden le 21 janvier 1896. Issue de l'aristocratie, sa famille était productrice de champagne, un secteur qui leur avait permis d'accumuler une grande fortune. Son père, Otto Henkel, était propriétaire de Henkel et compagnie, Sektkellerei, ce qui permit à Anna de grandir dans un environnement luxueux entouré de personnalités influentes. C'est ainsi qu'elle fit la connaissance de Joachim lors d'un match de tennis. Celui-ci occupait déjà un poste militaire en tant que premier lieutenant et avait participé à une mission à Constantinople. Ils se marièrent le 5 juillet 1920 à Wiesbaden. Le couple fonda rapidement une famille. Ils s'installèrent dans une maison à Berlin-Dahlem et eurent 5 enfants. Cette résidence devint un lieu de réunion pour les politiciens nazis à partir de 1932, lorsque Joachim adhéra au parti. Ayant rencontré personnellement Adolf Hitler, il fut fasciné par son discours et son éloquence. En mai de la même année, il rejoignit officiellement le NSDAP et Annelies fit de même peu après. Joachim joua un rôle clé dans l'ascension définitive du Führer au pouvoir. Il utilisa ses relations pour faciliter les négociations entre le chancelier Franz von Papen et Hitler en 1931 et 1932 après les élections au Reichstag. Ce fut un moment décisif dans la transformation de la République de Weimar en Troisième Reich. Dans ce processus, les réunions secrètes organisées grâce à la famille von Ribbentrop furent essentielles, ce que Hitler récompensa en nommant Joachim diplomate, puis ministre des Affaires étrangères. Pendant ce temps, Annelies profita des avantages qui en découlaient: richesse, position sociale influente, luxe et confort. Elle accompagna son mari lors de nombreux voyages à l'étranger et joua le rôle d'hôtesse pour les dignitaires et diplomates de passage. Elle partageait également l'idéologie et les actions du parti. Le rôle de Joachim von Ribbentrop fut si crucial que les juges de Nuremberg le condamnèrent à mort en 1946. Pendant l'année qu'il passa en détention, Annelies lui rendit fréquemment visite et témoigna en sa défense. Après son exécution le 16 octobre, elle se retrouva dans la même situation précaire que d'autres épouses de hauts dignitaires nazis. Sans argent, exclue socialement et spoliée de ses biens, elle eut de grandes difficultés à se réinsérer dans l'Allemagne d'après-guerre, son nom restant associé aux crimes du régime. Dans un premier temps, elle tenta de fuir en Rhénanie, mais elle fut rapidement capturée et emprisonnée dans le camp d'internement de Dachau. Elle se consacra ensuite à la diffusion des écrits de son mari et publia un livre sur les causes de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu'elle ne défendit pas publiquement les actions de Joachim ni celles de Hitler, elle leur resta loyale durant le procès avant de tenter de se faire discrète afin de protéger ses enfants. Issue d'une famille fortunée, elle put récupérer une partie de son héritage, ce qui lui permit de vivre plus confortablement que d'autres veuves de dignitaires nazis. Annelies von Ribbentrop mourut le 5 octobre 1973, à l'âge de 77 ans, portant toute sa vie le fardeau d'être la veuve d'un criminel de guerre, sans jamais exprimer le moindre regret pour ses idées. Gerda Bormann, l'épouse loyale du confident de Hitler. Gerda Buck, épouse de l'un des dirigeants nazis les plus influents et secrétaire personnel d'Adolf Hitler, passa du statut de mère exemplaire du régime à un destin tragique dans les années d'après-guerre. Elle naquit dans la ville de Constance le 23 octobre 1909. Son père, Walter Buck, était un haut fonctionnaire du Parti national-socialiste dès les années 20, ce qui permit à Gerda de grandir sous l'influence directe de ses idéaux. Martin Bormann la rencontra alors qu'elle était encore très jeune, lors des réunions avec son père, qui occupait le poste de chef de la commission d'enquête et de conciliation, un organe chargé de régler les conflits internes du parti. À ce titre, des dignitaires nazis fréquentaient régulièrement leur maison, y compris Hitler lui-même. À 19 ans, Gerda épousa Martin Bormann avec Adolf Hitler et Rudolf Hess comme témoins de mariage. Le couple eut 10 enfants au cours des 12 années suivantes,
un choix qui correspondait parfaitement aux idéaux nazis de procréation de la race aryenne et au rôle traditionnel de la femme sous le régime, considérée avant tout comme une mère. Mais Gerda ne se contenta pas de remplir ce rôle, elle était aussi une fervente partisane du national-socialisme. Non seulement elle soutenait son mari, mais elle adhérait pleinement à son projet politique et aux moyens d'y parvenir. Tellement engagée, elle accepta même la liaison extra-conjugale de Martin avec l'actrice Manja Berens. L'un de ses projets personnels fut de créer une communauté reproductive nordique conforme aux principes de l'idéologie nazie et à la pureté de la race aryenne. Après l'accession de Hitler au pouvoir, Martin Bormann devint chef de cabinet au sein du bureau de Rudolf Hess. Lorsque ce dernier fut évincé du parti en 1941, Bormann prit sa place et devint le secrétaire personnel du Führer jusqu'à la chute du régime. Pendant ce temps, Gerda menait une vie de luxe et de confort à Obersalzberg. À la fin de la guerre, Martin Bormann disparut et Gerda se retrouva dans une position précaire, stigmatisée comme l'épouse de l'un des criminels nazis les plus recherchés. Elle fut déplacée entre plusieurs centres de détention et perdit rapidement toute sa fortune et son influence dans la société. Bien qu'elle fût libérée en 1946, elle ne put supporter les difficultés de la réinsertion et le poids des crimes de son mari. Exilée en Italie, elle tenta de survivre dans la pauvreté et l'exclusion sociale tout en s'occupant seule de ses 10 enfants. Cependant, elle contracta un cancer et mourut le 23 mars 1946 dans la ville de Merano, laissant ses 10 enfants orphelins. Les épouses des dignitaires nazis connurent des destins variés, mais elles portèrent toutes une responsabilité et une culpabilité similaires, être les compagnes de criminels de guerre. Cela leur valut une condamnation sociale implacable dans l'Allemagne d'après-guerre, indépendamment du degré de connaissance qu'elles avaient des actes de leur mari. Elles passèrent du luxe à la misère en un instant et durent faire face à un choix, se repentir de leur passé ou plaider pour la libération de leurs époux. Certaines choisirent la seconde option, affichant une fidélité inébranlable aux idées nazies, tandis que d'autres tentèrent de refaire leur vie dans l'anonymat. Lina Heydrich, la femme derrière le boucher de Prague. Une autre des principales épouses des nazis fut Lina Heydrich, épouse de Reinhard Heydrich, chef du bureau de la sécurité du Reich et leader de l'occupation des territoires de Bohême et Moravie. Lina est née le 14 juin 1911 sur l'île de Fehmarn, au sein d'une famille aristocratique prussienne en déclin, de lignée militaire et aux idées nationalistes. En raison de ces facteurs, combinés à la crise économique de la République de Weimar, il fut facile pour Lina de s'identifier aux idées promues par le nazisme naissant. Même son frère Hans était membre des SA. En 1929, Lina assista à une réunion du parti nazi et entendit un discours d'Adolf Hitler qui éveilla en elle une dévotion inébranlable pour sa figure. L'année suivante, elle rencontra Reinhard lors d'une fête du club d'aviron, alors qu'il occupait déjà un poste d'officier dans la marine. Ils tombèrent rapidement amoureux et se marièrent en 1931. Cependant, Reinhard était auparavant fiancé à la fille d'un officier supérieur et son comportement fut considéré comme déshonorant et immoral, ce qui le contraignit à démissionner. Lina et Reinhard tombèrent éperdument amoureux. Le premier cadeau de la jeune femme à son marin fut un exemplaire de Mein Kampf qu'il ne lut apparemment jamais. Il ne s'intéressait qu'à sa carrière et bien qu'il partageât ses idées conservatrices, il n'était pas attiré par la politique. Après son renvoi de la marine de guerre pour un délit d'honneur, Heydrich se retrouva sans emploi. Il reçut néanmoins une allocation de 200 marks par mois pendant 2 ans en reconnaissance de sa carrière. Trouver un emploi dans une Allemagne frappée par le chômage, avec un tel stigmate, n'était pas une tâche facile, et se marier sans ressources l'était encore moins. Les futurs beaux-parents de Lina insistèrent pour qu'elle le quitte, mais elle refusa. Jeune femme intelligente et déterminée, elle déploya tous les efforts possibles pour aider son fiancé, consciente de ses aptitudes exceptionnelles. Elle décida de le guider vers un domaine qui lui était inconnu, mais plein de possibilités, le Parti national-socialiste. Suivant les conseils de sa fiancée, qui joua un rôle de guide au cours de ses premières années, Heydrich adhéra au parti nazi grâce à un ami de la famille, Karl von Eberstein. Mais à cette époque, il n'était encore qu'un novice sans pedigree politique. Apprenant que le Reichsführer cherchait des candidats pour organiser le service de renseignement des SS, Eberstein recommanda son ami,
affirmant qu'il avait été officier du renseignement dans la marine. Il s'agissait d'une erreur que personne ne releva. Heydrich n'avait suivi qu'un cours de transmission et ne savait rien du renseignement. La similitude entre les termes fit le reste. Heydrich fut convoqué à la résidence de Heinrich Himmler, à Waldtrudering, près de Munich, la capitale du mouvement nazi, le 14 juin 1931. Souffrant de la grippe, le Reichsführer annula la rencontre à la dernière minute. Mais Lina, pressentant que cette grande opportunité risquait de leur échapper, décida qu'ils devaient s'y rendre malgré tout et prirent le train. Bien qu'accueilli avec réticence, l'entretien eut lieu. Voyant que son interlocuteur en savait moins que lui sur les questions de sécurité, Reinhard réalisa un schéma convaincant en utilisant un langage presque professionnel qu'il avait appris dans des romans d'espionnage. L'ancien éleveur de poules, Himmler, fut séduit par son discours. Quelques jours plus tard, avec l'aval d'Hitler, Heydrich fut nommé chef du SD. Consciente de l'importance de ce moment et de son rôle dans cette ascension, Madame Heydrich déclara des années plus tard « Ce fut le jour le plus glorieux de ma vie, de nos vies. Le salaire n'était pas élevé, mais suffisait pour vivre, bien que modestement. » Le couple décida alors de se marier. La cérémonie eut lieu le 26 décembre 1931 dans la petite église de Grossenbrod, Schleswig-Holstein. Heydrich apparut en habit de cérémonie avec un haut de forme et non en uniforme SS, contrairement aux attentes. Lina expliqua plus tard « Mon mari n'aimait pas l'uniforme, il le portait par obligation. Il préférait s'habiller en civil lorsqu'il n'était pas en service. » Les débuts furent loin d'être faciles. Ils s'installèrent au premier étage d'un appartement partagé dans le quartier de Lochhausen à Munich, qui se transforma souvent en bureau. Bientôt, leurs deux premiers enfants, Klaus et Heider, virent le jour. Le chef du SD était un travailleur acharné, sans horaire fixe, bien qu'il essayât de consacrer du temps à ses enfants. À mesure qu'il accumulait des responsabilités, Heydrich, autrefois apolitique, subit une transformation radicale, sur laquelle l'influence de son épouse ne fut pas étrangère. Non seulement il renonça à l'Église catholique, mais il adopta avec ferveur les principes raciaux et idéologiques du national-socialisme. Dans tous ces dogmes, le judaïsme apparaissait comme l'ennemi à abattre. Mais avec les années, alors qu'il continuait de gravir les échelons du régime nazi, les époux s'éloignèrent. Heydrich avait de moins en moins de temps à consacrer à son épouse et ne cessa jamais de lui être infidèle. Il semblerait, bien que cela n'ait jamais été confirmé, qu'elle ait décidé de lui rendre l'appareil et ait flirté avec l'ambitieux et séduisant SS Hauptsturmführer Walter Schellenberg. Mais Heydrich, toujours bien informé, mit brutalement fin à cette relation, menace à l'appui et se réconcilia avec sa femme. De cette réconciliation naquit leur troisième enfant, Silke, pour qui il éprouva une grande affection. Dès lors, et du moins en apparence, la relation du couple se maintint sans heurts, tandis que Lina profitait du faste associé au statut d'épouse du deuxième homme des SS après Himmler, avec l'épouse duquel elle ne s'entendait pas. Avec le nazisme au pouvoir absolu, Heydrich fut nommé adjoint d'Heinrich Himmler en Bavière, où il mena une persécution féroce contre les Juifs, les opposants et d'autres groupes considérés comme des ennemis du Reich. Il joua un rôle central durant les pogroms de la Nuit de Cristal en novembre 1938. Pendant ce temps, Lina ne se contentait pas de soutenir les actions de son mari, elle l'encourageait à se montrer plus dure et encore plus loyale envers le parti. Le couple eut 4 enfants, 2 garçons et 2 filles, et malgré les infidélités de Reinhard, ils conservèrent l'apparence d'un couple modèle. Grâce aux performances remarquées de Heydrich, en 1941, il fut nommé protecteur adjoint de la Bohême et de la Moravie, dans l'actuelle République tchèque, où lui et Lina jouèrent le rôle d'un couple quasi royal. Hitler leur offrit un manoir pour qu'ils vivent à Prague entourés de luxe et de confort, tout en menant une répression brutale contre les opposants et en imposant leur régime dans la ville. À tel point que Reinhard gagna le surnom de « boucher de Prague ». Mais tout changea le 27 mai 1942. Reinhard, confiant, circulait à bord d'une Mercedes décapotable avec peu de protection lorsqu'une grenade lancée par un groupe de résistants pragois l'atteignit et le blessa grièvement. Lina se rendit immédiatement à son chevet, mais il succomba à ses blessures une semaine plus tard en raison d'une infection. Ses funérailles
devinrent un événement public orchestré par Hitler lui-même en hommage à la fidélité de Reinhard. Il remit personnellement à Lina l'ordre allemand et lui offrit le château qu'elle et son mari occupaient déjà à Prague, connu sous le nom de château de Panenské Brezany. Devenue veuve, Lina transforma les terres du château en exploitations agricoles où elle employa des travailleurs forcés juifs qu'elle harcelait, battait et maltraitait. Elle ne cessa jamais de soutenir les politiques nazies ni les idéaux du parti, même après la chute du Reich en 1945, lorsqu'elle fut interrogée et emprisonnée pendant 3 ans. En 1948, elle recouvra la liberté, mais sans château, sans luxe et sans argent. Elle dut s'exiler sur l'île allemande où elle était née, car le gouvernement tchécoslovaque souhaitait la condamner à la réclusion à perpétuité. Bien qu'elle ait tenté de rester discrète, elle continua de soutenir les idéaux nazis et ne montra jamais aucun remords pour les actions du parti. Dans les années 1950, elle ouvrit une pension appelée Imbria Barba, une façade qui dissimulait des réunions clandestines d'anciens nazis et néo-nazis. Elle se remaria en 1965 avec le metteur en scène finlandais Mauno Manninen et réussit à récupérer un manoir familial sur l'île de Fehmarn, qu'elle transforma également en bastion national-socialiste. Cependant, en 1969, une série de tragédies bouleversa sa vie. Son nouveau mari décéda et son manoir fut ravagé par un incendie, anéantissant ses nouveaux projets. Le dernier fait marquant de la vie de Lina fut la publication, en 1976, de ses mémoires intitulées « Vivre avec un criminel de guerre », dans lesquelles elle défendit son mari et le régime, tout en prétendant ignorer les politiques de la solution finale. Lina s'éteignit le 14 août 1985, sans jamais renier les idées du parti. Lors d'une interview, elle déclara « Le national-socialisme était une foi, et je ne pourrai jamais y renoncer. » Emmy Göring, la première dame du Troisième Reich. Pour de nombreuses raisons, Emmy Göring fut l'incarnation idéale de l'épouse nazie, selon les critères du régime. Elle fit ainsi partie du trio de femmes qui se disputèrent pendant des années le titre officieux de première dame du Troisième Reich, aux côtés de Magda Goebbels et d'Eva Braun. Emma Johanna Henny, Emmy. Sonnemann naquit en 1893 à Hambourg, au sein d'une famille aisée propriétaire d'une fabrique de chocolat. Grâce à son talent et à sa silhouette grande et imposante, elle entama une carrière florissante d'actrice. Dès l'âge de 20 ans, elle travailla dans de nombreux films muets et pièces de théâtre, acquérant ainsi un prestige considérable. En 1916, elle épousa l'acteur Karl Köstlin, mais leur union prit fin une décennie plus tard. C'est alors que la vie d'Emmy bascula. Elle fit la rencontre de Hermann Göring, commandant en chef de la Luftwaffe et figure de premier plan du parti nazi. En tant que président du Reichstag, Göring lui conféra le titre honorifique d'actrice d'État prussienne en 1934. L'année suivante, ils se marièrent lors d'un événement médiatique de grande ampleur. Adolf Hitler lui-même fut le témoin de la cérémonie, tandis que des avions de combat survolaient la cérémonie et qu'un régiment de 30 000 soldats défila depuis l'allée nuptiale jusqu'à la chancellerie du Reich. L'ambassadeur britannique présent à l'événement déclara « Quiconque visite l'Allemagne ces jours-ci aura l'impression que la monarchie a été restaurée. » L'épouse modèle du régime, en tant qu'épouse d'un haut dignitaire nazi, Emmy remplit parfaitement son rôle. Elle soutint avec ferveur les actions de son mari et du Führer, organisa des réceptions et des événements pour les dirigeants du parti, et en 1938, elle donna naissance à leur unique fille, Edda. Hermann Göring affirmait que le rôle des femmes allemandes sous le nazisme était de prendre une marmite, un balai et épouser un homme. Emmy incarna cet idéal en soutenant sans réserve les décisions de Hitler. Elle joua également un rôle d'hôtesse lors des rencontres entre dignitaires internationaux et le régime nazi. Parmi ses invités figuraient le duc de Windsor, l'aviateur Charles Lindbergh, le prince Pavle de Yougoslavie, le prince héritier Gustave Adolphe de Suède, ainsi que le roi Georges de Grèce. Sa position de femme influente suscita cependant la jalousie des autres épouses de dignitaires nazis, notamment Magda Goebbels et Eva Braun. Hitler dut personnellement intervenir pour calmer les tensions entre Emmy et Eva Braun, ordonnant à Emmy de traiter Eva avec respect, sous peine de ne plus être autorisée à se rendre au Berghof.
Durant le régime nazi, Emmy et Göring menèrent une vie de faste et d'excès, accumulant richesses et œuvres d'art spoliées aux familles juives déportées. L'effondrement du Reich et la chute d'Emmy. Tout changea en 1946, lorsque Hermann Göring se suicida en avalant une capsule de cyanure, échappant ainsi à son exécution lors des procès de Nuremberg. Emmy fut emprisonnée dans plusieurs centres de détention alliés, accompagnée de sa fille Edda. Elles furent régulièrement harcelées par les gardiens et après leur libération, elles durent reconstruire leur vie sans ressources. Tous leurs biens furent confisqués, y compris une collection d'art estimée à 3,6 milliards de dollars actuels. Par ailleurs, Emmy possédait la plus grande garde-robe d'Europe, dont il ne lui resta que 2 robes après la guerre. En 1947, un tribunal de dénazification la condamna à des travaux forcés pour son soutien au parti nazi. Néanmoins, elle parvint à obtenir un petit appartement à Munich, où elle passa les années suivantes en proie à l'ostracisme et aux difficultés de réinsertion dans la société allemande. Un soutien inébranlable à son mari. Bien que ses apparitions publiques furent rares, Emmy ne manifesta jamais de remords et continua de défendre la mémoire de son mari. Dans une interview en 1951, elle déclara avoir été apolitique durant le régime nazi et affirma que Hermann Göring avait toujours eu de bonnes intentions. En 1967, elle publia un livre, An der Zeit meines Mann, Göring, mon mari, dans lequel elle approfondit cette défense. Elle prétendit ne pas s'être impliquée dans la politique du Reich et dépeignit Göring comme un bon mari et un bon père. Elle alla jusqu'à suggérer que l'Allemagne aurait eu un meilleur destin si son mari, et non Hitler, avait pris le pouvoir, décrivant le Führer comme un homme souffrant de troubles mentaux. Emmy Göring mourut le 8 juin 1973, à l'âge de 80 ans, sans jamais avoir exprimé de regret pour son soutien au Troisième Reich, ni pour les actions de son mari. Magda Goebbels, la tragique première dame du Troisième Reich. Eva Braun partagea la vie du Führer pendant 13 ans, mais elle ne connut jamais la visibilité publique dont jouit Magda Goebbels, qui fut en réalité la véritable première dame officieuse du national-socialisme. Née le 11 novembre 1901 à Berlin, Magda était la fille naturelle d'Auguste Berend, une domestique, et probablement d'Oskar Richtschel, un ingénieur qui épousa sa mère par la suite sans donner son nom à l'enfant. Après son divorce avec Günther Kant en 1929, Magda commença à fréquenter le Club nordique, une institution fondée en 1909 prônant la supériorité des peuples nordiques, qui à cette époque sympathisait ouvertement avec l'idéologie nationale-socialiste. Son lien avec le nazisme se renforça probablement après avoir assisté à un meeting de Joseph Goebbels au Palais des Sports de Berlin. Peu après, elle adhéra au parti nazi. Issue d'un milieu social élevé, elle y fut bien accueillie et s'impliqua dès le départ. En 1930, Magda fut nommée secrétaire de Goebbels. D'après les journaux intimes de ce dernier et les témoignages de contemporains, il semble que leur coup de foudre fut immédiat. Si l'adoration que Magda éprouvait pour Joseph Goebbels était aveugle, sa fascination pour Adolf Hitler fut encore plus grande. Leur relation devint profonde et Magda rejoignit le cercle restreint des amitiés féminines du Führer. Hitler lui-même déclara à son sujet « Cette femme pourrait jouer un rôle important dans ma vie, même si je ne l'épouse pas. Elle pourrait être le pendant féminin de mes instincts masculins. » En décembre 1931, moins de 18 mois après son premier contact avec le nazisme, Magda céda aux supplications de Goebbels et l'épousa. Le mariage fut célébré dans une propriété de la famille Kant, mais celui que Magda poursuivait réellement n'était pas Goebbels, mais bien Hitler lui-même, dont elle idolâtrait la personnalité. Le Führer assista personnellement au mariage et en fut le témoin, officialisant ainsi son union intime et politique avec le couple. Dès lors, un triangle singulier se forma. Magda devint la muse du Führer tout en restant l'épouse du chef de la propagande nazie. La femme du ministère de la propagande. Après leur mariage, les Goebbels emménagèrent dans une somptueuse demeure située sur la Reichskanzlerplatz, qui devint bientôt le centre mondain et politique du régime. Dans les années suivantes, le couple eut 6 enfants, dont tous les prénoms commençaient par H, en hommage à leur adoré Führer, Helga, Hildegard, Helmut, Holdin, Hedwig, Heidrun. Magda devint la première femme à recevoir la Croix d'honneur de la mère allemande, une distinction visant à faire d'elle un modèle pour les femmes allemandes.
encouragés à suivre son exemple en procréant pour le Reich. Magda, Hitler et la rumeur d'une relation amoureuse. La relation entre Magda et Hitler reste entourée de mystères. Certains suggèrent qu'ils auraient été amants, mais aucune preuve tangible ne vient étayer cette hypothèse. Lors d'une confession à la réalisatrice Leni Riefenstahl, Magda aurait cependant déclaré « J'aime aussi mon mari, mais mon amour pour Hitler est plus fort. Pour lui, je serais prête à quitter ce monde. » Malgré l'absence de preuves concrètes, la puissance du charisme du Führer sur son entourage féminin n'est plus à démontrer. L'ascension au pouvoir, une place centrale dans le régime. À l'approche de la prise de pouvoir, Hitler passa de longues périodes à Berlin, où il fut hébergé par les Goebbels. Dans leur somptueuse demeure, le futur Führer prenait ses repas quotidiennement, préparés par Magda elle-même. Elle lui envoyait même son déjeuner dans une boîte à repas lorsque Hitler résidait à l'hôtel, encore simple candidat à la chancellerie. Les réunions nocturnes dans la maison des Goebbels rassemblaient les figures les plus influentes du futur Troisième Reich. Hermann Göring, Ernst Röhm, Heinrich Himmler, qui était alors à la tête des SS, mais encore considéré comme un second couteau. Tous ces hommes passèrent par le salon de Magda, profitant de ses conversations et de ses dîners. Ces soirées se prolongeaient jusqu'au matin, où se dessinaient déjà les plans du futur État nazi. Le 30 janvier 1933, Hitler fut officiellement nommé chancelier du Reich. Ce fut l'inauguration du Troisième Reich. Le couple Goebbels, fidèle parmi les fidèles, était au premier rang pour savourer le triomphe. Joseph Goebbels espérait le ministère de l'Éducation et de la Culture, mais Hitler lui offrit mieux, un ministère taillé sur mesure pour lui, le ministère de l'Information et de la Propagande. Magda, quant à elle, devenait la femme la plus influente du régime nazi, un modèle de l'épouse aryenne idéale et la mère de la nation allemande. Vers une fin tragique, mais cette ascension se solderait par une fin tragique. Dans les derniers jours du Troisième Reich, Magda et Joseph Goebbels suivirent Hitler jusqu'au bunker de la chancellerie à Berlin, alors que la ville était assiégée par l'armée rouge. Refusant de vivre dans un monde sans nazisme, Magda prit une décision terrifiante. Elle empoisonna ses 6 enfants avec l'aide d'un médecin SS. Puis, le 1er mai 1945, après la mort d'Hitler, elle se suicida avec son mari. Leurs corps furent brûlés dans les ruines du bunker, un destin scellé par la fanatisme. Jusqu'à la fin, Magda Goebbels resta une fervente admiratrice d'Hitler. Elle était la muse d'un régime mortifère, une femme qui préféra tuer ses propres enfants plutôt que de les voir grandir dans une Allemagne sans nazisme. Elle incarna à la fois le mythe de la femme aryenne parfaite et le fanatisme le plus absolu, entraînant sa famille avec elle dans l'abîme du Troisième Reich. Un train de vie luxueux au sommet du pouvoir. Devenue l'épouse du ministre de la Propagande, Magda Goebbels et son mari s'installèrent dans une résidence à la hauteur de leur prestige, le palais du prince Léopold. En été, les autorités de Lanke, au bord du lac de Bogen, leur offrirent un palais prussien, que Magda fit entièrement rénover pour en faire un complexe de 5 bâtiments. L'une des ailes comptait 21 pièces, dotées de l'air conditionné et de stores électriques, un luxe exceptionnel pour l'époque. Pendant ce temps, Joseph Goebbels fit construire un château privé, où même son épouse n'avait pas accès. Ce château, entièrement tapissé de rouge, servait de bureau personnel, mais aussi de lieu de rencontre pour ses maîtresses. Les extravagances de Goebbels ne faisaient que refléter l'arrogance du régime. Un mariage en crise et l'intervention du Führer, mais tout n'était pas parfait dans le couple le plus en vue du Troisième Reich. Lorsque l'affaire extra-conjugale de Goebbels avec une jeune actrice tchèque de 22 ans éclata au grand jour, Magda fut profondément affectée bien qu'elle ait elle-même eu quelques aventures discrètes. Sûre de son influence auprès d'Hitler, elle n'hésita pas à lui demander le divorce. Mais elle n'avait pas prévu la réaction du Führer. Un scandale conjugal dans un régime prônant les valeurs familiales aryennes aurait été une catastrophe politique. Plus encore, Goebbels était l'image de la propagande du Reich, et un divorce aurait entaché son autorité. La réponse de Hitler fut brutale et sans appel. Non. Ce refus catégorique prit Magda de court. Déstabilisée, elle réalisa qui détenait réellement le pouvoir, non seulement en Allemagne, mais dans sa propre vie. Dès lors, elle dut se soumettre, continuant à jouer le rôle d'épouse modèle,
tandis que Goebbels poursuivait ses aventures extra-conjugales. La première dame, face à Eva Braun Hitler, ne se maria que peu avant sa mort, mais Magda, bien avant Eva Braun, occupa la place de première dame du Troisième Reich. Elle se rendait indispensable dans les célébrations officielles, tout en incarnant le modèle de l'épouse aryenne parfaite. Elle mena une vie mondaine intense, multipliant les apparitions publiques, organisant des réceptions fastueuses et poursuivant une maternité exemplaire. Son ambition lui permit de surpasser Eva Braun dans la hiérarchie informelle du Reich. Le dernier acte, l'apocalypse du bunker. Le 22 avril 1945, alors que l'armée rouge assiégeait Berlin, les Goebbels demandèrent l'autorisation à Hitler de le suivre dans son bunker. En récompense de leur fidélité inébranlable, le Führer détacha de son uniforme l'insigne d'or du parti nazi et l'offrit à Magda. Ce fut l'apogée de sa carrière et le prélude de son tragique destin.